Donc voilà un exemple de métavers. Vous allez comprendre tout à l'heure, c'est un extrait du film Tron dont je vais un petit peu parler. C'est mon fond d'écran pour aujourd'hui. Parfait, c'est parti. Alors, j'ai eu peur un instant. Très bien, donc le temps dans les métavers à travers les films, enfin vu par les films, et j'ai complété et les séries parce que j'étais obligé de déborder. Vous comprendrez pourquoi il était impossible de se limiter aux films. Alors, tout d'abord, on dit communément que le temps passe. Mais à force de passer, il ne devrait être plus là. C'est donc pas lui qui passe, mais plutôt nous qui passons. Et ça, c'est une formule que j'emprunte à Étienne Klein, mais je ne m'étendrai pas davantage sur cette banalité. En revanche, les représentations communes du temps, pour nous occidentaux, c'est un vecteur qui va de gauche à droite, puisque c'est le sens de notre écriture, et dans lequel on met à gauche le passé, à droite le futur. C'est quelque chose d'assez simple. Ça n'est pas du tout universel, et par exemple chez les Chinois ou les Japonais, le temps se fait de haut en bas, comme leur écriture, jusqu'à la réforme pour les Chinois de 1956, où l'écriture se faisait de haut en bas et de droite à gauche. C'était également le cas pour les Japonais. Donc c'est une représentation déjà du temps qui est tout à fait différente, puisque comme il n'y a pas de temps et de verbe en chinois, le fait de se localiser dans le temps se fait par rapport à un positionnement en dessous ou au-dessus. C'est un point important. Alors pour les philosophes, et là je laisse Ben Denis, je remonte un petit peu plus loin, je vais voir Kant à mi-chemin entre le doute cartésien et puis le constructivisme. Pour Kant, par exemple, le moteur du temps, c'est la conscience. Il ne peut pas y avoir de notion de temps sans regard humain posé sur ce qui se passe autour de nous. Pourtant, il y a un petit problème dans ce point de vue, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'humanité, ou du moins l'Homo sapiens, n'a que 200 000 ans. Alors on sait que l'humanité, ou du moins le système solaire, n'a pas attendu un regard humain pour évoluer, pour qu'une idée du temps s'écoule. Donc ça montre déjà ses limites. La grande étape est au début du XXe siècle avec la relativité, d'abord relativité restreinte en 1905, puis relativité générale en 1915. Vous savez donc que c'est le passage où on considère que le temps associé à la vitesse de la lumière est une constante dans la vitesse de la lumière, alors qu'en 1915, justement, on remet en question cette vitesse de la lumière qui serait relative elle aussi. Donc le temps deviendrait lui-même relatif. Donc pour la théorie de la relativité, le temps est quelque chose de local et de lié à un individu. C'est donc une idée locale et individuelle. C'est très important parce que c'est la conception de l'espace-bloc, et d'après cet espace-bloc, tout l'univers existe, le passé, le présent, le futur existent en même temps, répartis dans quelque chose qu'il est difficile d'imaginer pour nous, mais dans lequel nous, humains, nous évoluons suivant notre fil qui nous est propre. Donc, cette conception du temps est celle qui sera la plus utilisée dans les métavers, ou du moins dans les représentations des métavers, et je pense par exemple à la série Sliders, que vous connaissez tous, que vous connaissez j'espère, où des étudiants et leurs professeurs ont mis au point un petit boîtier qui leur permet de passer d'un monde parallèle à un autre, et c'est ce que l'on retrouve aussi dans le film dont je te parlais tout à l'heure, de Jean-Philippe de Laurent Tuel, sorti en 2006. C'est un monde, alors, suite à un choc sur la tête, un grand fan de Johnny Hallyday, ça n'est pas pour rien que je vous ai mis du Johnny tout à l'heure pour vous faire entrer, un grand fan de Johnny Hallyday, interprété par Lucchini, suite à un choc sur la tête, se retrouve dans un monde où il n'y a pas de Johnny Hallyday. Personne ne connaît Johnny Hallyday. L'horreur, le cauchemar, un monde parallèle. Bon. Voilà, pardon, Sliders, je passe rapidement, j'ai loupé la diapositive, mais vous connaissez tous. Non, Johnny, non, mais vous l'aurez à la fin, c'est faux. La situation de l'intrigue dans le temps. Dans Avalon d'Oshii, sorti en 2001, on a une longue introduction, et là je vous ai mis à l'écran cette introduction, mais dans la version française, on est off, qui nous dit, dans un futur proche,
Pour combler un vide intérieur, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle interdit. Les morts simulées ainsi que les émotions qu'ils procurent créent une dépendance. Quelques joueurs travaillant en équipe parviennent même à assurer leur existence grâce à leurs gains. Nous sommes là en 2001, on nous parle d'un futur proche. Attention, le danger est imminent, et on nous précise après que ce jeu est dangereux et qu'il y a des non-revenus qui sont en mort cérébrale. Et où sont-ils? Leur mort cérébrale les a envoyés dans le métavers, dans un espace que l'on appelle l'île d'Avalon, ce qui ne correspond absolument pas au texte médiéval sur lequel j'ai travaillé étudiant, puisque l'île d'Avalon existe depuis la littérature médiévale, c'était un lait de Marie-France, où le chevalier Lanval va vivre avec sa fée dans l'île d'Avalon. C'est là où ils sortent de la réalité humaine pour vivre un monde idéal, le monde où l'amour idéal est possible. Je ferme la parenthèse, mais il y a beaucoup, dans les métavers, il y a beaucoup de références médiévales qui n'ont rien à voir avec les textes. Dans Lost Machine, qui est un film assez violent, après une scène d'incarcération très violente, on a 9 ans plus tard, de manière extrêmement explicite. Et là, 9 ans plus tard, on a deux jeunes sur une plage idyllique en train de se demander « Mais tu te souviens comment on est arrivé là ?» « Non, mais qu'importe, c'est très bien. » Oui, sauf que c'est un critère. Quand on ne sait pas quand on est arrivé à l'endroit où on est, c'est que c'est probablement, on le retrouve aussi dans Inception, c'est que c'est probablement un monde virtuel. Dans Clone, je vais peut-être mettre pause. Ah, trop tard, c'est parti, je vous laisse regarder. Exactement. Ça a commencé donc par l'image, il y a 14 ans. Il y avait une centaine de capteurs, reliés chacun à une cellule cérébrale, neurone. Les personnes lourdement handicapées vont pouvoir piloter des corps synthétiques de substitution. C'est une très grande source d'espoir pour l'avenir. Et 11 ans, et là j'ai coupé là parce qu'autrement on en avait pour 4 minutes 30, et j'étais obligé d'élaguer énormément pour cet exposé. On a ensuite un compte à rebours, il y a 11 ans, donc il y a 7 ans, il y a 3 ans, et present time. On part donc, il y a 14 ans, c'est notre réalité à nous, puisque ces interfaces homme-machine, cerveau-machine existent aujourd'hui. Donc c'est une façon de se situer par rapport à nous, et dans 14 ans, puisque le présent, il y a 14 ans, c'est notre présent référentiel à nous, dans 14 ans, nous aurons des clones, et nous nous promènerons, non pas en allant nous-mêmes dans la rue, mais en téléguidant des clones à distance. Alors, nous avons ensuite l'écoulement du temps dans les intrigues, qui est quelque chose qui est indépendant, le temps dans les métavers est indépendant des différents joueurs, puisque le temps, les métavers sont des mondes persistants, le temps évolue en l'absence des joueurs, comme je vous le disais. Or, il y a différents, et là on retombe dans les mondes parallèles, ou emboîtés plutôt pour ici, il y a différents temps possibles. Quand on joue dans Zelda ou Sims avec un support DVD, on peut interrompre le jeu et le reprendre 6 mois après au même endroit. Ça n'est pas le cas des mondes virtuels, ça n'est pas le cas non plus de tous les exemples qu'on nous montre au cinéma. Ici, dans Passé virtuel de Rousnak, sorti en 1999, un inventeur a mis au point ces mondes virtuels qui représentent les années 1930, parce qu'il est nostalgique de cette époque et il va s'y plonger. La référence, le monde d'où il vient, c'est notre monde à nous. C'est-à-dire notre présent à nous téléspectateurs ou spectateurs. Or, il se trouve que pendant le film, il découvre que lui-même n'est qu'un avatar et qu'il pensait être un joueur qui avait un avatar en 1930. Il n'est qu'un avatar, et avatar de ce monde dans lequel un de ces avatars va pouvoir s'échapper, fuir et se retrouver dans un futur qui est le présent de la réalité, de la fiction, hein, non pas de la réalité, mais de la fiction. Alors vous avez ensuite un film incontournable, et il y en a eu 2 d'ailleurs, Tron le premier et Tron l'héritage. Dans Tron l'héritage, vous avez ici l'acteur
qui avait déjà joué dans le premier Tron en 1982, c'est Jeff Bridges. Ici, il est numérisé parce que Jeff Bridges, en 2010, quand on fait la deuxième version, a vieilli. Et là, vous avez donc une image numérique de Bridges qui avait joué 30 ans, 28 ans exactement avant, et vous avez l'acteur sans réel et cette fois sans maquillage et sans que ce soit une image numérique. Donc voilà le passage de Flynn quittant son fils dans la réalité, on est dans le film de 2010, et dans le monde virtuel, il a vieilli. J'y reviendrai parce que normalement on ne peut pas vieillir. Le temps dans Tron, ce sont des cycles. Et quand à un moment, Kevin Flynn précise que le temps qu'il leur reste pour pouvoir sortir de leur métavers, c'est un microcycle ou 8 heures. Alors, est-ce qu'il y a une égalité entre microcycle et 8 heures? Et dans ce cas-là, micro, ça signifie 10 puissance moins 6, on peut faire des calculs, sauf que si ce sont des heures du métavers, ça ne nous indiquera absolument rien. Donc là, c'est une indication qui ne nous dit pas grand-chose. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant entre la version de 1982 et de 2010, c'est qu'il y a 28 ans qui sont écoulés entre les deux réalisations du film. Dans le premier film, Kevin Flynn n'a pas d'enfant. Dans le deuxième, il a un fils de 27 ans. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement symbolique et dans la gestion du temps, quelque chose qu'on a remarqué très récemment. Alors, voici un passage remarquable, comment le petit enfant se sauve, furieux, part, et le passage du temps, vous allez voir 20 ans qui se passe. Là, c'est un passage de 20 ans. Procédé cinématographique, simplement pour dire 20 ans se sont écoulés, le gamin part à vélo, et pof, juste à l'image d'après, il s'enfuit à moto, révolté toujours, avec encore une notion du temps qui est l'excès de vitesse, et il s'est bien entendu pris en chasse. Alors, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. À mon avis, c'est le meilleur film sur les métavers, et si vous voulez en voir qu'un seul, ce sera celui-là, Tron l'héritage. Mais je vais vous donner quand même un tout petit extrait du premier Tron de 1982 pour vous dire à quel point la technologie a évolué. Et entre 82 et 2010, là, on touche le temps, mais on le touche de manière extrêmement concrète puisqu'on voit l'évolution de la technologie. Voici une course en 1982. Et écoutez le bruit à la fin, quand il va se cracher. Vous avez reconnu ce bruit-là? Le flipper qui flippe. Mais oui, ça n'existe plus. Bon, là, c'est la technique de 1982. Et aujourd'hui, 2010, je vous ai choisi un petit extrait assez intéressant. Rien à voir, vous voyez, image de synthèse, avec non plus 2 dimensions, mais 3 dimensions, et voilà. Non, il faut que je revienne à l'ancienne image. Alors, je vais passer à Inception de Christopher Nolan, 2010, où on nous donne une échelle du temps entre, vous savez, là, ça ne sont plus les métavers, mais on fait des immersions dans différents niveaux de rêve. Là, je pense que vous l'avez tous vu, ce film. Et il y a un décompte extrêmement précis qui est explicite et que voici. Les fonctions cérébrales dans le rêve sont à peu près parfois les normales. Quand on va faire les comportements premiers, l'effet est amplifié pour 3S, ça fait 10 heures par minute. Ça n'a jamais été mon point fort, en fait. Ça fait combien d'heures? Une semaine, 8 mois, 6 mois ou 2, et au moins 3, 6 semaines. Qui sera prêt à endurer un rêve de 10 ans? Pour voir quel rêve. Alors, là, vous voyez, et là, je ne reprends pas le texte qui n'était pas assez fort, dans mon sens, mais c'est pas grave, parce que vous trouvez ça sur Internet, c'est une capture d'écran que j'ai faite récemment. Vous avez des passionnés qui veulent recalculer les données qui ont été
présenté dans le film. Là, on est dans la fiction, donc la fiction, on pourrait nous raconter n'importe quoi, il faut le prendre... Mais non, les internautes veulent trouver de la logique, quelque chose de cohérent au sein de la fiction. Donc, on recalcule, oui, mais c'est ça, à tel jour près, enfin bon, c'est assez intéressant, et pour vous qui êtes sémiologues, ces gens ont besoin de trouver du rationnel, même dans l'irrationnel. Mais oui, mais oui. 5 minutes, bon, on va y arriver, oui. Je continue. Dans Matrix Reload, que vous connaissez tous, le temps est une donnée essentielle puisque c'est le rechargement de l'humanité qui retourne à la case départ, et ce temps donc est essentiel. Et dans ce film, dans le numéro 2, dans le Reload, il y a le mérovingien qui est interprété par Lambert Wilson, qui dit à ses hôtes, qui a le temps? Qui a le temps? Mais si personne ne prenait son temps, comment ferait-on pour avoir son temps? Et c'est une remarque qui est assez intéressante dans la bouche de ce cynique qui est là justement pour les bloquer dans la révolution et non pas les aider. Alors quel modèle dans les temps, de temps dans les métavers? Eh bien, essentiellement, vous avez bien sûr le temps linéaire de la narration. Mais celui-là n'est pas très intéressant pour mon propos. Celui-là, je le laisse de côté, c'est évident. En revanche, la conscience du temps apparaît très tôt dans les films sur les métavers. Dès 1973, dans le film Le Monde sans fil de Fassbinder, où quelqu'un s'aperçoit que l'espace-temps dans lequel il vit n'existe pas. Et à chaque fois qu'un des personnages le découvre, il est éliminé. Donc 73, et en même temps c'est tiré du livre Simulacron 3 de Goulaï, qui datait de 1964. Donc dès 64, on a ce qui est aujourd'hui repris dans tous les films où on passe d'un monde parallèle à un autre, ça date de 64. Alors, ce doute et la prise de conscience du temps zéro dans le métavers se retrouve aussi bien dans Nirvana de Gabriele Salvatore, qui était un chef-d'œuvre de 1996, mais mal commercialisé avec une affiche affreuse, et dans Ouvre les yeux de Alejandro Amenábar, ou encore dans Matrix. Alors, le modèle principal que l'on trouve dans les films et séries, c'est évidemment l'univers bloc. Sliders, passé virtuel, etc. Mais c'est d'ailleurs le modèle qui est proposé dans les 2 tiers des 35 films que j'ai recensés sur les métavers. Je n'ai pas fait l'inventaire exhaustif, et je crois que ça serait difficile, sur les séries qui traitent des métavers, parce que c'est nombreux, il faut aller fouiller sur Internet, ça n'est pas aussi visible que les films de salle. En revanche, il y a un exemple que je vais vous montrer, et qui pose question, parce qu'il y a une gestion du temps, de l'espace-temps qui est assez étonnante. C'est Westworld, une série extraordinaire de Jonathan Nolan, de 2016, c'est tout récent, où on peut aller jouer, donc le monde est futuriste, le présent de la narration est futuriste, mais on va s'immerger dans une réalité virtuelle remplie de robots qui ont un autre nom, avec lesquels on peut tout faire. Le viol, le meurtre, les découper en petits morceaux, puisque ce sont des robots, mais qui souffrent quand même, et que l'on répare, que l'on met en circuit après. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très étonnant au moment où il y a passage pour ce novice, le premier passage dans le monde virtuel. Voilà cette petite séquence assez intéressante, et je vais vous faire remarquer. Là, il a fini donc tous les préparatifs. Vous voyez, on est dans un monde futuriste, ou du moins très moderne. Il doit encore choisir un accessoire pour aller dans le métavers. Derrière, c'était juste encore un robot qui lui proposait tous les services qu'il voulait, mais non, il voulait aller dans le métavers. Regardez bien cette porte. C'est le passage vers le métavers. Et je vais vous donner une petite indication. Il se retrouve, voilà le passage du futur vers, vous avez vu l'image, la lumière est baissée sur la vitre parce que c'est un ascenseur qui monte. Oui, mais ça n'est pas si simple que ça.
Le métavers est en surface. I made it. Can you believe this place? So how do we get into the park? Comment est-ce qu'on en parle? Je n'ai pas trouvé encore la solution, mais il y a un passage de l'espace-temps. Ça n'est plus une porte, mais quelque chose qui se passe. Il pose la question, la question suffit à franchir le pas. Je ne suis qu'à 19 minutes 44, je demande juste un mot pour la conclusion. Donc ceci n'est qu'un bref aperçu des représentations du temps dans les films et séries, avec un recensement entre 30 et 35, suivant qu'on est rigoureux sur la définition du métavers ou pas, films traitant des métavers, et bon nombre de séries. Pour autant, il apparaît déjà que les films et les séries étudiées donnent des représentations du temps très variées, tant dans leur objet que dans leur forme. Et ce que nous avons vu aussi sur Tron, les deux versions de Tron, nous donne également des informations intéressantes sur l'évolution de la technologie, la reprise du même acteur en 1982, en 2010, et avec une image de synthèse dans le film de 2010 pour le représenter jeune. Question qui se pose aussi, pourquoi a-t-il vieilli dans le métavers alors qu'un avatar, par définition, ne peut pas vieillir? Et pour terminer, je vous demande toute votre attention. Bravo, là, je suis fier. Voilà, merci de votre attention. Tu voulais que je vous la refasse là? Non.